Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité mondiale sur Afrique Média. Débutons par la France, où les syndicalistes d'ArcelorMittal souhaitent une nouvelle table ronde. Les métallox sont en colère et dénoncent une trahison. Les proches de Jean-Marc Ayrault ont raconté hier soir leurs 3 jours de négociations avec le groupe métallurgique afin de mieux défendre un accord controversé. On se sent trahi aujourd'hui. Colère, frustration à l'issue de 2 heures d'un dialogue de sourds. À rien, une coquille vide. Je lui ai répondu qu'il portera donc la responsabilité de la fin de la sidérurgie lorraine. Et son nom sera associé à la fin de la sidérurgie lorraine. Déçus, les métallos. Écartés des négociations avec Lakshmi Mittal, ils espéraient faire rectifier la copie obtenue de l'industriel. Peine perdue, oublier le scénario de la nationalisation, balayer celui d'un éventuel repreneur. Jean-Marc Ayrault reste droit dans ses bottes. Pour le Premier ministre, l'essentiel est ailleurs. Ils avaient sur certains points une autre approche, d'autres espérances. Et moi je leur ai dit aussi que le gouvernement devait prendre ses responsabilités de façon courageuse. C'est ce que j'ai fait. Et l'objectif prioritaire, celui qui a été fixé par le président de la République, pas de plan social à Florange, pas de licenciement. Voilà, donc, en clair, Parizeau a gagné, voilà, on va le faire. Réaction immédiate du désormais médiatique Édouard Martin. Les syndicalistes demandent une nouvelle table ronde et en attendant, ils l'annoncent, ils vont muscler le bras de fer. On lui a simplement dit que la tente du village gaulois restait plantée en Lorraine. Affaire Jérôme Cahuzac et Mediapart à prison. Rémi Garnier, ancien vérificateur fiscal, avait le premier mentionné un éventuel compte suisse de Jérôme Cahuzac en 2008. Sans rien nier du passif que l'oppose à l'actuel ministre du Budget, il se défend d'être à l'origine de l'affaire. Et que reproche-t-on concrètement à M. Cahuzac et que risque-t-il dans le cas où il avait effectivement un compte non déclaré en Suisse? Sur le papier, tout le monde peut détenir un compte en Suisse. Cela est parfaitement légal, même si la banque peut refuser un client, s'il présente un risque pour la réputation de l'établissement par exemple, ou si la banque a des soupçons sur la provenance de ses fonds. En fait, ce qu'on reproche à Jérôme Cahuzac, ce n'est pas qu'il ait pu posséder un compte en Suisse, c'est le fait que selon Mediapart, il ne l'ait pas déclaré. Si on a un compte en Suisse ou ailleurs d'ailleurs, ou même en France, avec de l'argent qui n'est pas déclaré aux autorités fiscales et qu'on soustrait à l'impôt, ça caractérise éventuellement de la fraude fiscale, qui est un délit pénal. Un délit passible de 75 000 € d'amende et d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans ferme. Selon Mediapart, dans le cas de Jérôme Cahuzac, l'évasion fiscale aurait duré près de 20 ans. Le compte aurait été ouvert entre 1988 et 1991 et il n'aurait été clos qu'en 2010, à la veille de sa nomination au poste de président de la Commission des finances. Si cette information est avérée, l'actuel ministre du Budget aurait donc beaucoup tardé. Lui qui avait fait de la lutte contre l'évasion fiscale l'un de ses chevaux de bataille. En novembre, il avait même dévoilé une série de mesures ciblant les fraudeurs. Recherché dans une affaire de meurtre au Belize, le fondateur des antivirus, Marc a fui au Guatemala où il voulait demander l'asile. Les autorités guatémaltèques ne l'ont pas attendu de la même façon, l'ont interpellé pour entrée illégale dans le pays. Il a passé la nuit ici, dans les locaux de la police guatémaltèque. John McAfee a été arrêté hier pour entrée irrégulière dans le pays. Il venait d'arriver au Guatemala pour y demander l'asile politique, car le milliardaire est persuadé que les autorités du Belize cherchent à l'éliminer. S'il s'est réfugié au Guatemala, c'est pour sauver sa vie. Qui ne l'aurait pas fait? Il ne pouvait pas rester dans les mains de la police du Belize pour des raisons politiques, pas pour une affaire de meurtre. Tout commence le 11 novembre dernier. Le voisin de John McAfee est retrouvé mort dans sa piscine. Le pionnier des logiciels antivirus est alors soupçonné. Mais il est introuvable. Persuadé que la police cherche à le piéger, il s'est enfui. La suite, le milliardaire la raconte sur un blog. Il explique notamment que la police du Belize cherche à le tuer car il a cessé de financer des campagnes électorales. Il parle aussi corruption. J'ai des documents sur la police du Belize, sur la corruption qui règne dans ce pays. Je pense que le monde a besoin de le savoir. Toutes les accusations sont rejetées par le gouvernement du Belize qui estime que le milliardaire est fou. À 67 ans, John McAfee est connu pour sa personnalité excentrique. Il pourrait être aujourd'hui extradé vers le Belize.
Des prisons mal entretenues en France. Un rapport publié hier pointe du doigt l'état d'insalubrité alarmant de la maison de détention des Baumettes à Marseille. Des visiteurs détenus scandalisés par la situation ont dénoncé la saleté et le manque d'hygiène dans la prison. Pas de lumière, pas de chasse d'eau, pas de cloison, des réfrigérateurs infestés de cafards. C'est ainsi que des détenus de la prison des Baumettes décrivent leurs cellules dans un rapport accablant pour l'administration pénitentiaire. Ce que nous demandons nous autres, c'est qu'on amplifie les travaux qui sont déjà entrepris et qu'on rénove complètement le bâtiment central, ce qu'on appelle la maison d'arrêt des hommes des Baumettes, pour que les choses ne soient plus en l'état. Outre la vétusté et l'insalubrité, ce rapport dénonce la surpopulation dans cette prison avec un taux d'occupation de 145%. Et le contrôleur général parle de violations graves des droits fondamentaux. En effet, il y a danger aux Baumettes, il y a danger pour la vie des personnes, il y a violence, il y a danger pour les conditions de travail du personnel. Par conséquent, il faut changer les choses rapidement. Jean-Marie Delarue invite donc le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour améliorer la situation. Il a demandé au ministre de la Justice et de la Santé de réagir avant mardi prochain. C'est bon, la Palestine est désormais membre observateur à l'ONU. Une bonne nouvelle. Et le plus dur reste à faire, pérenniser les relations entre ce pays et le Hamas. Les deux parties ont entamé une phase de négociation de paix et veulent se réconcilier. Le Fatah et le Hamas sont en conflit depuis 2006. Si surmonter les différends était aussi facile que de décrocher le téléphone, alors le Fatah et le Hamas auraient résolu les choses il y a des années de cela. Ses frères dirigeants du Fatah et du Hamas sont également divisés politiquement. En fait, ce frère, l'ancien chef de la sécurité préventive, a auparavant arrêté l'un de ses frères du Hamas. Ils sont 6 frères dans cette famille. 3 appartiennent au Hamas et 3 au Fatah. 4 ont passé plus d'une dizaine d'années chacun dans les prisons israéliennes. Un s'y trouve encore actuellement. Appartenir au Fatah, appartenir au Hamas, cela correspond à utiliser cette faction politique en tant que moyen de servir la cause nationale. Et je pense que cela a créé un langage commun, un terreau commun, rationnel et sain entre moi et mes frères. Les factions du Fatah et du Hamas ont été en conflit depuis 2006 quand le Hamas a remporté les élections palestiniennes et que les tensions et combats entre les deux parties s'en sont suivis. Le fossé a séparé les Palestiniens en deux et jusqu'à présent, le Hamas contrôle la bande de Gaza et le Fatah préside la Cisjordanie. Mais compte tenu du récent succès de la candidature du Fatah à l'ONU et de la victoire du Hamas dans le conflit avec Israël, les dirigeants des deux parties veulent aller de l'avant et présenter un front unifié. La réconciliation était nécessaire avant la guerre de Gaza. Je pense qu'après la guerre, ces chances se sont améliorées car la résistance du Hamas et de toutes les factions a renforcé la position palestinienne. Et si cette famille est un modèle, alors combattre pour l'objectif commun d'un État et mettre un terme à l'occupation aura la priorité face aux divisions. Changement climatique, Ban Ki-moon a en fin de compte durci le ton au cours du sommet de Doha. Il s'est adressé directement aux pays émergents qui ne s'accordent toujours pas sur le protocole de Kyoto. Un handicap pour l'ensemble des partisans de ce sommet qui pensent faire avancer les choses sont ces dissidents. Le plus haut diplomate des Nations Unies, Ban Ki-moon, était encore tout sourire il y a tout juste 24 heures. Mais le sourire s'est effacé et le ton s'est quelque peu durci. Le phénomène du changement climatique est la conséquence de l'industrialisation du monde développé. Ce n'est que justice que ce même monde en assume la responsabilité. Les commentaires de Ban laissent entendre que les riches doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Des propos assez peu subtils, mais qui font écho aux sentiments des pays émergents, dont la Chine. Ces pays ont une responsabilité historique. Les pays développés doivent diminuer leurs émissions de CO2, établir un fonds pour les pays émergents et leur fournir une aide technologique également. Les Américains, qui ont toujours refusé de signer la première phase du protocole de Kyoto et ne se montrent pas plus volontaires à en signer la nouvelle mouture, insistent. Tout le monde doit payer de manière équitable. Entre-temps, les Européens affirment que même en absence d'accord, des moyens existent. Que ceux qui veulent agir efficacement dès maintenant se rassemblent et commencent le travail. Nous n'avons pas à attendre que des accords soient signés pour cela. Cela pourrait être un bon début,
Mais pour bien des pays participants, en particulier ceux qui souffrent déjà du changement climatique, il ne faut pas s'en tenir là. Autre actualité, Citibank met des employés sur la sellette. Le groupe va supprimer 11 000 postes. L'objectif, économiser plus d'1 milliard de dollars. Et pour cause, un bilan d'activité décevant et des désaccords au sein des cadres de la structure. Le pire serait à venir. 11 000 employés est la première décision majeure de la banque depuis que le directeur général Michael Corbat a repris les rênes en octobre. La majeure partie des suppressions d'emplois se fera dans la division bancaire pour les consommations globales. 84 branches, dont plus de la moitié sont aux États-Unis, vont fermer. Au Pakistan, au Paraguay, en Roumanie, en Turquie et en Uruguay, la banque a l'intention de vendre ou de réduire les activités de prêt à la consommation. Charles Hortel conduit une recherche pour les investisseurs professionnels. Il y a un nombre limité de produits que vous pouvez offrir aux consommateurs. Et cela coûte très cher d'opérer dans l'immobilier, les branches, les assurances, etc. Donc c'est une activité difficile. Cette décision de couper dans les dépenses intervient à un moment où les banques ont des difficultés dues aux basses rentrées d'argent à cause de la nouvelle réglementation et d'une économie internationale qui peine. Plus tôt cette année, le PDG Vikram Pandit avait démissionné subitement suite à des désaccords avec le conseil d'administration concernant les perspectives stratégiques. Je pense que le nouveau PDG veut montrer qu'il n'est pas comme Pandit, et je pense qu'il a agi bien en théorie pour Citibank. Mais c'est un moment fragile pour le pays. À l'approche des fêtes, et beaucoup de gens sont très fatigués par les 4 dernières années. Nous allons nous réveiller en janvier et février et voir que les choses sont bien pires. Les licenciements sont une mauvaise nouvelle pour les employés de Citi, mais les actionnaires ont réagi favorablement. Le jour de l'annonce, l'action a gagné plus de 6%. La neige, une malédiction en Chine. Elle est de plus en plus forte dans le nord-est du pays, au grand mécontentement des habitants de la région qui ont été privés de nourriture. Pour les bergers de la région autonome ouïghour du Xinjiang, la neige est une malédiction. 3 chutes de neige consécutives ont recouvert toute l'herbe, privant ainsi de nourriture 11 000 têtes de bétail. Les bergers ont subi d'importantes pertes économiques en raison de la perte de poids des volailles qui n'avaient rien pour se nourrir. Dans ces circonstances, les volailles n'ont rien à se mettre sous la dent. La neige a bloqué toutes les routes, la nourriture n'arrive plus chez les bergers. La neige a également bloqué de nombreuses routes de la province du Heilongjiang dans le nord-est de la Chine. Plusieurs autoroutes ont ouvert après une fermeture de plus de 36 heures. D'autres sont encore en cours de déblaiement. Nous avons plus de 110 ouvriers qui déblayent la neige. Ils se relaient depuis plus de 30 heures. Et 50 km de routes doivent être déblayés. La circulation devrait revenir à la normale dans l'après-midi. En Mongolie intérieure, la température a chuté à moins 40 dans certaines villes. Selon le département météorologique local, elle devrait rester à ce niveau pendant encore 3 jours. C'est la fête des Lumières à Lyon, en France. L'un des plus beaux événements de l'année est dans le pays. La ville sera illuminée pendant 4 jours. Une vieille tradition qui émeut les Français tous les ans. Jusqu'à dimanche, 3 millions de visiteurs sont attendus. Une cathédrale de lumière, où gargouilles et autres statues de pierre ont pris le pouvoir. L'édifice Renaissance nous retrace son histoire au fil des âges et révèle ses joyaux. Pendant 4 jours, Lyon est un théâtre où designers, architectes, éclairagistes s'emparent de la ville, de ses monuments. Une 14e édition de la Fête des Lumières, devenue vitrine de la création contemporaine. On a l'impression d'être dans un dessin animé, parce qu'on voit des choses complètement folles. Mais le Pierrot qui va chercher la lune, c'est magique. C'est très féerique, très poétique. 70 projections. Ici, le quartier Saint-Jean comme un livre ouvert sur l'histoire de l'art. Une immense toile où Kandinsky, Van Gogh et Picasso nous livrent leurs œuvres les plus magistrales. C'est une fête que tout le monde connaît maintenant, dans le monde entier apparemment. Et ça attire du monde, c'est bien sympa. Tout le monde reconnaît ce 8 décembre au final. Poésie et humour aussi, avec la gare Saint-Paul,
Terrain de jeu pour d'étranges petites créatures. Ou cet ascenseur qui nous conduit tout droit au fond des océans. On a envie de plonger, de toucher la tortue avant qu'elle s'en aille. On n'a pas envie qu'on appelle l'ascenseur. Pendant 4 jours, le cœur de la ville va battre au rythme de 1000 lumières. 3 millions de visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. Très beau. Ce qui suit motive et éblouit. Il s'agit en fait des photographes aveugles. Des non-voyants chinois exposent jusqu'au 7 décembre des photos prises par eux-mêmes. C'est à l'occasion de la journée de l'handicap. Ces photos n'ont à première vue rien de particulier. Pourtant, elles ont été prises par des non-malvoyants. Elles leur donnent une opportunité de partager leur expérience du monde. Ils explorent ainsi l'art de la photographie au-delà de ses caractéristiques techniques et visuelles. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes aveugle que votre monde est fait d'obscurité. Nous pouvons voir beaucoup de couleurs. Comme cette jeune fille, elle ne voit rien, elle est totalement aveugle, mais elle se tient au milieu de tous ces beaux drapeaux tibétains de différentes couleurs. Et elle est heureuse. C'est pour cela que j'ai voulu prendre cette photo. Notre sens de la vue n'est peut-être pas le même que le vôtre, mais notre monde est plein de couleurs, plein d'espoir. Joma est l'une des volontaires qui a assisté les photographes non-voyants dans leur prise de vue. Cette expérience lui a permis de découvrir une autre manière d'appréhender l'environnement. Par exemple, ils touchent l'herbe, mais ils ne savent pas que l'herbe est verte, ni ce qu'est le vert. Mais ils sentent que le vert leur apporte du bonheur, de la joie. Ils peuvent ressentir la couleur verte, ils l'associent à ces émotions. Cette exposition présente les photos prises à l'issue d'une semaine de stage d'initiation à la photographie non visuelle organisée par l'association One+One de Beijing et l'association des aveugles du Tibet grâce au financement de l'ambassade de France en Chine. Et ce qui nous importe, c'est de montrer combien le regard de ces personnes est une richesse pour la société. C'est une autre façon de regarder et de sentir le monde autour de nous. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler combien une société a tout à gagner, à accorder des droits égaux à ces personnes, à les aider à avoir une participation réelle dans la société. Pour clôturer cette édition, prenons un sujet assez sensible et intéressons-nous à 2 anciennes prostituées de la ville d'Amsterdam où la prostitution a été légalisée en 2000. Et grâce à ces 2 grandes-mères, des syndicats de prostituées ont été créés alors que plusieurs contestent encore ce métier bénéfique et fructueux. Sex-bomb. C'est l'un des surnoms donnés à ces 2 grands-mères néerlandaises. À 70 ans, Louise et Martine Faukens sont les prostituées les plus connues du quartier rouge d'Amsterdam. Elles ont connu la célébrité au travers d'un documentaire retraçant leur histoire. Voilà 50 ans, c'est ici que ces sœurs jumelles ont commencé à exercer le plus vieux métier du monde. Je suis la première à avoir commencé la prostitution et ma sœur m'a rejointe ensuite. Nous n'avions pas beaucoup d'argent à cette époque et mon ex-mari connaissait des gens qui lui ont dit que ce métier rapportait. Alors il m'a demandé de le faire pendant seulement 2 ans. Une solution temporaire qui est finalement devenue un choix de vie. Longtemps tolérée, la prostitution n'a été légalisée qu'en 2000 aux Pays-Bas. Installées dans des vitrines, maisons de passe ou boîtes de nuit, 25 000 femmes travaillent, paient leurs impôts et bénéficient ainsi d'une couverture sociale. Aujourd'hui, seule Martine continue d'exercer pour compléter sa maigre retraite. Elle rencontre encore le week-end quelques clients habitués. Sa sœur, elle, a dû arrêter pour des raisons de santé, mais au fil des années, avec l'augmentation de la prostitution clandestine et la mainmise des proxénètes sur le quartier rouge, les sœurs jumelles déplorent la dégradation de leurs conditions de travail. Vous devez rester fidèle à vous-même, vous devez être votre propre patron et surtout ne jamais travailler avec des proxénètes. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop cela et je trouve cela triste. La mentalité n'est plus si bonne et la situation s'aggrave.
Engagées, les jumelles ont partagé leur expérience au travers d'un livre traduit en 7 langues et déjà vendu à plus de 70 000 exemplaires. Protectrices, elles ont créé le premier syndicat de prostituées du pays et à 70 ans, elles n'envisagent toujours pas de quitter le quartier rouge d'Amsterdam. Je n'arrive toujours pas à me rendre compte que j'ai 70 ans. Parfois, je pense que je n'ai que 18 ans. Ça conserve? Oui, ça conserve. Et voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était notre suite Afrique Média. Rendez-vous demain à la même heure sur la télévision panafricaine. Et d'ici là, bonne soirée à tous.